pour décontracter, c'est quelque chose qui peut donner, qui va communiquer finalement une certaine désinvolture qui peut irriter le jury. Maintenant, il ne faut pas non plus venir habillé, endimanché. Et il y a surtout une erreur qu'il ne faut jamais connaître. En général, on ne le fait pas pour le grand oral du bac. C'est souvent sur des oraux, après, au cours des études supérieures, lorsque les gens sont admissibles à une grande école. Ils ont tendance à aller s'acheter un petit costume ou une petite tenue pour l'oral. Et puis, donc, ils font les courses, les magasins, ou voilà. Ils ne portaient pas de talons, elles vont mettre des talons sur là, des petits talons, ou bien ils ne portaient pas la cravate, mais ils vont mettre une cravate ce jour-là, prendre un... Ça, c'est catastrophique. C'est catastrophique parce que, effectivement, un vêtement qu'on n'a jamais porté, eh bien, le jury, les gens qui vous écoutent, qui vous voient, s'aperçoivent que vous ne l'avez jamais porté. Alors pourquoi c'est catastrophique? Parce que si vous ne l'avez jamais porté, ça veut dire que vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes pas naturel, vous êtes costumé, voilà, vous êtes déguisé en quelqu'un donc d'inauthentique. Donc c'est vrai que ça casse la spontanéité, ça casse la connexion. Donc ce qu'il faut, c'est choisir des vêtements qui sont des vêtements simples, des vêtements qui ne sont pas des marqueurs, des vêtements qui ne... Ou alors si vous décidez effectivement de vous singulariser par le vêtement, il faut l'assumer et il faut s'attendre peut-être à jouer avec ça, c'est tout à fait possible. Mais j'ai le conseil, c'est choisir des vêtements qu'on a l'habitude de porter, dans lesquels on est à l'aise, qui sont des vêtements, on va dire, quotidien, ordinaire. Vous n'êtes pas obligé de bien vous habiller, et vous n'êtes pas obligé de mal vous habiller non plus. Je pense qu'il faut y aller avec simplicité et avec naturel, et c'est comme ça que ça va bien se passer. Maintenant, il y a effectivement le jeu sur les couleurs, ça c'est quelque chose qu'on peut quand même intégrer. Il est bien évident que si vous avez envie de, on va dire, que le jury vous écoute davantage qu'il vous regarde, vous avez intérêt à avoir des couleurs qui sont des couleurs un peu passe-partout, hein, des couleurs qui sont, donc, je disais tout à l'heure, abductrices. Ab, ça veut dire loin, repoussantes. Des couleurs du gris, du noir, des couleurs comme ça un peu neutres. Maintenant, si vous décidez de vous habiller avec un beau rouge bien claquant, bien pétant, il faut savoir que le jury il va regarder. Alors, s'il regarde ce rouge, ça va avoir quelles conséquences? Vous allez le marquer. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, en termes d'évaluation, c'est pas mal. Maintenant, c'est sûr aussi qu'il va regarder. S'il regarde, il va moins écouter. Donc ça peut être des stratégies. Hein. Si vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous allez raconter, c'est vrai que vous pouvez faire diversion en ayant, en effet, donc choisi des couleurs ou des vêtements qui sont, on va dire, qui attirent l'œil, hein, et au bon sens du terme, hein, et non, évidemment, et non pas au sens du jugement négatif. Donc voilà. C'est pareil pour la coiffure, c'est pareil pour les différents accessoires. Je crois qu'il faut évidemment essayer de bien regarder ce qu'on veut montrer. Et l'idée, c'est quand même d'être non pas le plus neutre possible, parce que il ne s'agit pas de faire l'éloge de la neutralité et de la fadeur. Hein. Le jury veut savoir qui vous êtes et ça commence par regarder la manière dont vous êtes habillé, c'est normal. Maintenant, il est vrai aussi que ça peut être pas mal quand même d'avoir une apparence qui n'est pas trop marquée, de manière à laisser à ce qu'on va dire toute son importance, tout son poids, tout son impact, de façon à ce qu'il n'y ait pas de parasitage visuel. Donc ça, le visuel, c'est d'abord effectivement le look. Après, le visuel, c'est aussi la gestuelle. Ah, vous voyez, depuis tout à l'heure, vous voyez que les mains, elles bougent. Alors, la gestuelle, ça veut dire quoi? Les expressions donc, gestuelles, qu'est-ce qu'elles signifient? Il est bien évident que c'est un corps qui parle à l'oral. Vous êtes une personne incarnée, donc vous devez parler aussi avec votre corps et accompagner ce que vous dites. Alors là, je surjoue hein, de façon à ce que, voilà, on va bien appuyer sur le fait. Et c'est vrai que laisser parler ses mains, c'est donner l'occasion de rythmer sa parole, d'accompagner ce qu'on dit, vous voyez, donc, et de faire voir finalement à ceux qui écoutent le rythme de ceux qu'ils écoutent. Donc, laisser parler ses mains, c'est pas mal. Les mains, comment est-ce qu'on peut les utiliser? Il y a des choses qui sont pas très bonnes. Alors, encore une fois, on ne va pas faire dans le mentalisme à 2 euros. Hein. Donc, il ne s'agit pas de se dire, il y a des gens qui vous disent, attention, il se gratte le nez, ça veut dire qu'il ment, puisque, en fait, quand on ment, il y aurait des micro-vaisseaux qui se vasodilateraient dans le nez, et à ce moment-là, on aurait envie de se gratter le nez. Donc, un type qui se gratte le nez est un menteur. Donc ça, c'est évidemment un petit peu délirant. Il y a simplement, effectivement, des choses qui sont toutes simples, parce qu'elles sont dans une logique symbolique immédiate. Par exemple, il est quand même déconseillé d'avoir les mains qui sont dans ce qu'on appelle l'autocontact, vous voyez ça. C'est-à-dire qu'effectivement, être comme ça, ou bien, voilà, les bras fermés. Pourquoi c'est déconseillé?
Tout simplement parce que c'est un signe de malaise. En fait, pourquoi les gens se touchent les mains? Pourquoi est-ce qu'ils se frottent les mains? Pourquoi est-ce qu'ils se serrent les mains? C'est parce qu'ils ne sont pas très rassurés. Donc, c'est une façon de se rassurer, de se câliner en quelque sorte, hein, de gagner un petit peu en assurance. Et donc, voilà, si vous êtes tout le temps dans l'autocontact des mains, vous dites au jury, qu'est-ce que je suis mal à l'aise? Qu'est-ce que je me sens mal? Et alors, évidemment, pourquoi tu te sens mal? Tu te sens mal peut-être parce que tu n'es peut-être pas sûr de ce que tu dis. Pourquoi tu n'es pas sûr de ce que tu dis? Peut-être parce que tu dis n'importe quoi. Bref, donc, si vous voulez, l'impression, elle ne va pas être très bonne. Donc, vous voyez, l'autocontact, on essaie d'éviter. Donc, les mains, il faut les laisser parler comme ça, hein, évidemment. C'est pas mal d'avoir les mains, vous voyez, ouvertes. Hein, voilà, ça veut dire que j'ai rien dans les mains, j'ai les mains propres, il n'y a pas de trucage. Voilà. Donc on est avec les mains qui bougent comme ça, qui accompagnent. Alors elles peuvent accompagner le rythme. Lorsqu'on fait défiler un plan, par exemple, on peut évidemment souligner le passage d'une partie à l'autre avec une articulation. On dit, voilà, dans un deuxième temps, il y a une charnière. Là, je monte, il y a une charnière. Bon, voilà. Donc je pense qu'il faut aussi assumer le langage avec les mains. Même chose, quand on est dans le visuel, il y a effectivement aussi la posture. Hein. La posture, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vaut mieux pas trop bouger. Vous n'êtes pas à un concert, vous n'êtes pas du Mercury, vous n'êtes pas en train de courir la scène dans tous les sens. Donc c'est vrai que c'est pas mal de rester donc ancré, hein, les deux pieds bien au sol, et pas trop se dandiner, pas trop bouger comme ça, pas trop, parce que là encore une fois, ça donne une impression de malaise, ça va perturber l'œil du jury, ça va l'énerver. Voilà, faut apprendre l'habitude d'être droit et donc vertical, hein, quelqu'un qui est droit, pas avachi, pas les mains dans les poches, une attitude tonique, et vous laissez le corps accompagner ce que vous dites, des intentions. Il faut que, effectivement, votre corps dise la même chose que ce que va prononcer, que va proférer votre bouche. Tout à l'heure, j'ai parlé de connexion. La connexion, c'est fondamental. Et bien là, il y a le deuxième principe qui est l'alignement. Il faut effectivement que votre corps soit aligné sur votre pensée. Ne dites pas que vous êtes intéressé et enthousiaste par... vous avez été enthousiasmé par telle ou telle idée ou par tel ou tel raisonnement, avec effectivement une mine renfrognée, avec les épaules qui tombent. Si vous êtes tonique, si vous êtes enthousiaste, si vous êtes engagé, si vous êtes impliqué, parce que si vous croyez à ce que vous dites, vous voyez, le corps, là, je surjoue, j'exagère évidemment, mais si vous vous laissez un peu aller, vous allez voir que naturellement, votre corps va suivre. Hein, et donc, ne vous bridez pas, hein, ne cherchez pas à fermer tout ça. Dernier point, donc par rapport au discours, donc là on est dans le visuel, je dis deuxième point important, c'est le vocal. Il faut aussi faire très attention à sa voix. Alors première chose évidemment, avant de prendre la parole, vous laissez un très court silence, vous attendez que le jury vous invite à parler, il vous invitera à parler en vous regardant d'ailleurs, vous écoute, et puis voilà, un peu de silence, et vous y allez. Et là, effectivement, il y a aussi le jeu de la voix, indépendamment de ce que vous allez dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il va falloir parler de manière articulée, de manière distincte. Hein. Il faut absolument que vous ne soyez pas dans le bredouillis ou bien dans la bouillie verbale. Ça, il faut vous entraîner à ça. Le jury doit entendre ce que vous dites. Donc ça, c'est un problème d'articulation. Le jury aussi, il doit pouvoir distinguer ce que vous dites. Donc, il va falloir parler. Alors attention, pas parler fort. Hein. On dit souvent, s'il y a par exemple des gens qui font un peu de théâtre, vous savez que ça marche comme ça, il y a ceux qui parlent fort et ceux qui parlent loin. Parler fort, c'est effectivement c'est envoyer sa voix vers le haut, et ça casse les oreilles de tout le monde, ça retombe ensuite et c'est désagréable. Parler loin, c'est plutôt effectivement d'aller dans la direction en face, hein, donc d'aller dans la direction du jury, de façon à ce que la voix donc, vise en quelque sorte ce jury. Ça veut dire qu'il va falloir aussi faire attention au rythme de vos phrases, pas parler trop vite, pas parler trop lentement, chercher un peu ces mots, mais pas trop, poser des silences. Hein. Vous savez que les silences sculptent véritablement la phrase. Ce sont les silences qui donnent un peu le sens et le relief des choses. Voilà, tout ça, ce sont des éléments que vous pouvez préparer à l'avance en vous entraînant, en soit vous exposant et en jouant en fait, la situation devant les parents, des amis, enfin, soit si vous êtes plutôt solitaire et que vous voulez que cette chose reste un secret entre vous et vous, eh bien, vous prenez votre smartphone et puis vous enregistrez.
puis vous regardez ce que ça donne. Et je vous assure que, entre parenthèses, quand on regarde, quand on décrypte soi-même une prestation qu'on a réalisée, eh bien, c'est terrible. En général, on ne commet pas 2 fois les mêmes erreurs. On voit tout de suite les choses qui ne vont pas, on voit tout de suite les choses qui ont un effet extrêmement négatif. Voilà, donc ça c'est la première phase, hein, c'est la phase donc du discours, c'est la situation classique d'une prise de parole qu'on retrouve par exemple dans les concours d'éloquence, qu'on retrouve lorsqu'on a à faire un discours à l'occasion d'une cérémonie, un discours de fin d'année, enfin, que sais-je. Donc là, on est effectivement dans une situation qui est bien connue. Au terme de ces 5 minutes, donc, vous allez avoir un mot de conclusion. Et d'ailleurs, vous allez signaler au jury que vous allez conclure. Et prenez l'habitude, lorsque vous arrivez sur la conclusion, de dire « en conclusion ». C'est un petit peu appuyé, mais au moins le jury est rassuré. Donc ça, il regarde sa montre, comme je viens de le faire. Il vérifie que voilà, on est bien dans le temps, ça va. Donc en conclusion, c'est bon, on a fini, on y arrive. Et on délivre sa conclusion. Il faut toujours, évidemment, une conclusion. Et là, bien, vous êtes dans l'attente. Vous êtes en situation d'attente, en position d'attente, ce qu'on appelle l'attitude blanche, hein, pour reprendre la formule célèbre de Michel Serres, le gardien de but au moment du pénalty. On ne sait pas de quel côté ça va tirer. Vous attendez, vous regardez le jury, vous êtes réceptif. Parce que le jury, pendant que vous parliez, lui, il a pris des notes et il a réfléchi à des questions qu'il allait vous poser. Et on entre donc dans la deuxième phase qui obéit à d'autres règles et qui, effectivement, est parfois peut-être plus déconcertante que la première, parce que la première, elle est préparée. Donc, si vous êtes bien préparé, vous avez bien joué votre texte. Le texte est intelligent, il est bien construit et bien argumenté. Donc, il n'y a pas de... C'est pas angoissant. Là, en revanche, comment est-ce que va réagir le jury? Quelles questions il va poser? Vous ne le savez pas. Pour cette deuxième phase, il est très fréquent que le jury vous invite à vous asseoir. Hein, vous étiez debout, et en fait, il y avait une table devant vous, et le jury va dire vous pouvez vous asseoir maintenant. Vous êtes à ce moment-là au même niveau que le jury, vous continuez à le regarder, et là, on entre dans un autre jeu, qui est donc le jeu du dialogue. Alors, ce jury, il a pris des notes pendant que vous parliez, il ne vous a pas interrompu. Donc, il ne vous a pas interrompu. Et là, il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Et ça perturbe un peu. Si vous pouviez bien fermer vos micros, merci beaucoup. Donc là, effectivement, le jury a pris des notes et bien, les questions vont fuser. Alors, ces questions, il y a plusieurs types de questions. Et l'attitude que vous devez avoir au moment où vous posez des questions est toujours une attitude d'écoute, d'attente. Si vous avez d'ailleurs votre feuille de papier sur laquelle vous aviez écrit votre plan, ça peut être pas mal au moment où vous posez la question de prendre quelques notes aussi pour déjà préparer la réponse. Ça donne une impression d'attention, une impression de sérieux qui est quand même bienvenue. Donc voilà, le jury va vous poser des questions et vous écoutez ces questions et vous mettez en situation de comprendre la question. Et si vous n'avez pas compris la question, n'hésitez surtout pas à demander au jury de reformuler. Et vous pouvez parfaitement leur dire, écoutez, excusez-moi, j'étais un peu stressé, là, j'ai pas bien compris la question, j'ai pas bien entendu donc ce que vous disiez. Et à ce moment-là, effectivement, le jury, bien sûr, va reformuler. Là, encore une fois, je le répète, dans 99% des cas, le jury est hyper bienveillant. Hein. Il sait très bien que c'est une épreuve redoutable. Hein. Ce sont des enseignants qui eux-mêmes ont l'habitude de parler en public, d'être exposés à ce stress de la parole en public. Donc, ils sont vraiment complètement dans l'empathie. Donc voilà, vous écoutez, éventuellement vous prenez quelques notes pour bien l'articuler effectivement la question. Et là, il y a plusieurs types de questions qui peuvent se poser. Hein, je vous rappelle qu'il y a 2 types de jury. Il y a un membre du jury qui est spécialiste donc, de la question que vous avez choisie. Et puis, il y a quelqu'un qui n'est pas du tout spécialisé, qui est le candide et qui va poser donc, des questions candides. Alors, il y a plusieurs questions qui peuvent se poser. Il y a d'abord des questions qui peuvent porter directement sur ce que vous avez dit, parce que ce que vous avez dit est partiellement exact, parce qu'il y a une ambiguïté, parce que peut-être même il y a éventuellement une erreur. Donc en fait, le jury va vous amener à essayer de revenir sur ce que vous avez dit, pour le développer, pour le comprendre. Et en fait, c'est une chance qu'il vous donne. Je crois qu'il faut être vraiment
bien convaincu que ce jeu des questions et des réponses n'est absolument pas une sorte de jeu du chat et de la souris. Le jury n'est pas là pour vous manger, il n'est pas là pour vous piéger, il n'est pas là pour... Voilà, il faut vraiment être très décontracté et se dire que la question qu'on me pose, c'est une chance qu'on me donne. Effectivement, si on me dit de revenir sur tel chiffre que j'ai donné ou sur telle analyse que j'ai donnée, c'est que peut-être je me suis mépris, c'est que peut-être il faut le remettre en perspective, c'est que peut-être il faut, je sais pas, expliquer d'où vient ce chiffre, comment est-ce qu'il a été fabriqué, voilà. Donc donc prenez les questions qu'on vous pose comme autant d'occasions d'améliorer ce que vous venez de délivrer. Je vous rappelle que la note n'est pas posée après la première partie, bien sûr que non. La note, elle est globale, elle touche les 3 parties de l'exercice. Donc c'est très important d'avoir cette ouverture d'esprit et de ne pas considérer que ce sont des sanctions. Et c'est pas parce qu'on vous pose des questions aussi sur des points de ce que vous avez dit, que ce que vous avez dit est défaillant, que vous êtes trompé, que vous allez avoir une mauvaise note. Il faut vraiment oublier tout ça. Ça fait partie du jeu. On va vous poser des questions. On va essayer d'améliorer en fait la prestation, de préciser. On peut aussi poser des questions pour approfondir. On va vous dire, ben voilà, c'était pas mal ce qu'on a dit, mais est-ce que vous pouvez pas aller plus loin? Est-ce que vous pouvez pas... Et donc le jury va essayer de vous guider pour aller dans une direction où il a peut-être envie de vous emmener. Je crois qu'il faut vraiment avoir une étude extrêmement positive et par rapport aux questions. Il faut les suivre. Il ne faut pas se rétracter. Il ne faut pas effectivement se crisper sur la question et considérer que la question posée est une agression. Alors c'est très souvent un réflexe que les gens peuvent avoir lorsqu'on commence à leur poser des questions, notamment dans le cadre d'entretien ou dans le cadre effectivement d'épreuves de connaissances dans des oraux de concours ou bien d'examen. Et là, il y a le cas particulier, qui le montre bien, qui est celui de la question qui vous est posée et c'est une question à laquelle vous n'avez pas de réponse. Vous ne connaissez pas la réponse. Comment est-ce qu'on fait pour se sortir de ce mauvais pas? Le jury vous pose une question et vous comprenez même pas la question. Vous demandez de la reformuler, vous ne savez pas du tout où on va aller. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, ce qui est terrible, c'est que l'expérience m'a montré, mais moi, mes collègues, c'est forcément la même chose, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très répandu. Quand on pose une question à un candidat et que visiblement le candidat est embarrassé par la question, qu'est-ce qu'il fait? Ça. Et il se rétracte, c'est la tortue. On retire sa petite tête sous la carapace, les petites pattes, et voilà. Et on se dit, je me tais, là, voilà, et j'attends que ça passe. Et puis de toute façon, le type, il va se passer et on va passer à autre chose. C'est une attitude extrêmement stupide. Je pèse mes mots, c'est très très bête. C'est très bête parce que ça va pas se passer. Ça va pas se passer. Plus vous allez effectivement vous fermer, plus le jury va essayer de vous faire dire quelque chose. Il va continuer là-dessus. Alors, si vous voulez, c'est pas un bon calcul parce que, évidemment, si vous savez pas, vous savez pas. Mais ne perdez pas de temps sur une question dont vous ne connaissez pas la réponse, alors qu'il y a tant de questions dont vous connaissez sûrement la réponse, qui vont pouvoir vous mettre en valeur. Donc, ne vous bloquez pas sur quelque chose comme ça qui va consommer donc, du temps et de l'énergie. Je rappelle qu'il n'y a que 10 minutes de dialogue. Donc, si sur les 10 minutes de dialogue, il y a 4-5 minutes de crispation et de rétractation, si vous voulez, de refus, eh bien, il est bien évident que c'est quelque chose qui va être à votre débit, et ça n'est pas du tout dans votre intérêt. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Moi j'ai toujours dit, et étudiant je l'ai pratiqué aussi, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Et on a parfaitement le droit de ne pas savoir. Vous êtes étudiant, vous passez le bac, vous ne savez pas tout, on pose une question, vous n'avez pas la réponse, eh bien vous dites « je ne sais pas ». Et là, qu'est-ce qui va se passer pour vous? On ne va pas vous torturer pour connaître la réponse. On va pas. Donc, il y a deux solutions, le jury. Soit effectivement, il se dit, je vais lui donner des indices pour l'aider, et à ce moment-là, il vous donne là encore les moyens de sortir de la situation. Soit effectivement, il laisse tomber, il passe à autre chose, il passe à une autre question. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui est très audible. Ça peut même être extrêmement positif sur le plan humain, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous ne savez pas, vous ne sortez pas à la flûte, vous n'êtes pas en train de raconter n'importe quoi. Quand vous ne savez pas, vous dites que vous ne savez pas, vous êtes honnête. C'est une façon aussi de manifester son honnêteté intellectuelle. Et ça peut être évidemment très bon. Alors, effectivement, on est d'accord, il ne faut pas que ça se répète trop souvent. Il ne peut pas y avoir à chaque fois une question « non, je ne sais pas ». Non, vas-y, encore une autre. Non, next one. Non, celle-là non plus. Non, je passe. Non, encore. Et pour arriver à la fin, à la question qui vous plaît bien. C'est sûr que c'est
C'est une stratégie qu'on ne peut pas utiliser trop fréquemment. Une fois, ça passe. 2 fois, c'est limite. C'est vrai que 3, je ne sais pas de suite. Là, pour le coup, ça finira par avoir des conséquences qui sont vraiment négatives. Enfin, voilà. Donc ça, c'est les questions qui font partie donc de l'échange. Et il est bien évident que cet échange doit être courtois, bienveillant. Vous devez écouter la parole du jury. Vous ne devez pas couper donc le jury lorsqu'il parle. Et si par hasard, vous aviez par exemple une réaction d'un membre du jury que vous pourriez interpréter comme étant une réaction moqueuse, ou une réaction dépréciative, ou une réaction négative, eh bien vous prenez vraiment sur vous, ça n'existe pas, ça fait même pas mal, ça glisse. Vous ne rentrez pas dans une sorte d'interaction négative avec le jury. Vous êtes complètement réceptif, vous êtes complètement positif et vous vous laissez donc guider par ce jury qui va utiliser ces 10 minutes pour faire le tour donc, de l'exposé que vous avez donné, puis ensuite, probablement, si votre exposé était brillant, parce que il va être forcément, vous l'avez préparé pendant plusieurs mois, donc vous avez utilisé tout ce qu'il fallait pour qu'il soit brillant, donc cet exposé sera brillant, donc qu'est-ce que va faire le jury? Il va essayer d'aller en dehors du cadre, il va essayer de vous emmener sur le programme, donc c'est vrai que c'est pas mal quand même la veille ou l'avant-veille de revoir ses notes pour ne pas être pris de court si par hasard un membre du jury vous emmenez à côté de votre question dans un aspect du programme que vous n'aviez pas forcément envie de... C'est un programme de spécialité, spécialité que vous avez choisi bien sûr, mais c'est possible qu'il aille out of the box, qu'il aille effectivement en dehors de la boîte chercher des questions, mais là encore même chose, vous n'allez pas râler en disant « Ah bah non, vous ne pouvez pas poser cette question parce que le jury, il est souverain, il fait ce qu'il veut. » Bon, si vous n'avez pas encore la réponse, je vous l'ai dit, je ne sais pas, c'est vrai que c'est un point que je n'ai pas abordé et vous êtes honnête et vous essayez de construire quelque chose avec lui, un dialogue. Un dialogue, ça veut dire la parole partagée, la parole à deux, dia, c'est deux, logos, c'est la parole, donc la parole qu'on partage, la parole donc qu'on partage à deux. Donc voilà, donc c'est comme ça que va se terminer cette deuxième phase. Et on va arriver donc à la troisième phase, qui est donc la phase on va dire, d'échange moins formel, qui va interroger votre projet. Et là, pour le coup, on va vous demander alors, pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix? Qu'est-ce que vous envisagez de faire plus tard? Quels ont été effectivement vos choix d'orientation pour l'année prochaine quand vous aurez le bac, etc. Et donc là, pour le coup, effectivement, c'est vrai qu'il faut avoir un peu préparé. Il faut se poser ces questions, qu'est-ce que j'ai envie de faire, mais pas trop non plus. Il est bien évident que si vous arrivez avec une sorte de paquet clé en main et vous avez quasiment votre plan de carrière qui est année après année déroulé, que vous savez que dans 3 ans vous ferez ceci, puis après vous aurez telle autre formation et puis vous ferez tel stage, ça c'est pas du tout crédible. On ne s'attend évidemment pas à ce que vous ficeliez comme ça un projet professionnel, c'est délirant. Mais on s'attend à ce que vous évoquiez à ce moment-là on va dire plutôt des affinités, je dirais des goûts, des dispositions. Vous êtes plutôt attiré par les sciences exactes, vous êtes plutôt attiré par effectivement donc les sciences humaines, vous êtes plutôt attiré par tel ou tel domaine, vous êtes plutôt dans la théorie, plutôt dans la pratique, vous êtes plutôt quelqu'un qui est attiré par des choses qui sont plus matérielles, plus concrètes, ou vous êtes plutôt spéculatif. Enfin, vous voyez, il va falloir que, à travers ce projet que vous allez donc à peine esquisser, eh bien le jury se rende compte qu'il y a quelqu'un devant lui, que cette personne elle a une intériorité, qu'elle a une personnalité et qu'effectivement donc elle porte une signature. Donc il y a une signature. Une signature, c'est quoi? Une signature, c'est quelque chose qui n'appartient qu'à vous et qui va vous permettre de vous identifier. Donc vous avez comme ça les 3 éléments que j'ai l'habitude de rassembler: connexion, toujours connecté avec le jury; alignement, être cohérent entre ce que le corps dit et ce que la bouche dit; et la signature, effectivement, poser sur sa parole une marque de reconnaissance qui va faire que effectivement on saura que c'est vous qui avez parlé. En fait, c'est avoir du style. C'est pas autrement que les choses se posent. Alors, on peut avoir à ce moment-là, en effet, dans ce moment on va dire de discussion un peu plus à la tombe, des questions qui vont fuser sur vos goûts, en fonction par exemple de vos orientations prévisibles. On va demander, alors, je sais pas,
vous êtes très sportif, vous voulez donc ensuite vous consacrer, vous voulez travailler dans le milieu du sport, vous voulez travailler dans le management du sport, le marketing du sport, vous êtes très sportif, vous aimez le sport, voilà. Et on peut vous emmener ensuite sur vos goûts, on peut vous emmener à vous demander c'est quoi vos passions, et là, il faut quand même avoir des choses à dire, hein. Il faut vraiment pouvoir parler de choses un peu authentiques, donc il faut un peu réfléchir à l'avance à des éléments qui vous caractérisent vraiment, dont vous pourriez vraiment parler en connaissance de cause, et non pas en plaquant. Vous savez, quand on demande à un étudiant c'est quoi ses passions, quelles sont ses passions, et il dit voilà, me promener, aller passer des après-midi avec des amis, aller au cinéma, la lecture. Waouh, tu m'excites, hein, vraiment, c'est vraiment très intéressant. Toutes ces passions donnent de toi une image extrêmement vibrante. Donc voilà, il faut quand même réfléchir à des éléments qui vous singulariseraient, qui vous permettraient effectivement donc d'être reconnaissable et donc d'avoir cette fameuse signature. Voilà en quelques minutes des conseils très pratiques, encore une fois qu'on peut résumer sous ce sigle, donc connexion, alignement, signature, CAR, hein, donc, et qui permettent de comprendre ce que c'est qu'effectivement qu'une communication. Hein. Communiquer, ça veut pas dire échanger. Attention, là encore une fois, ça veut pas dire dialoguer non plus. Communiquer, c'est transmettre. Si je vous communique mon angoisse, je vais rien échanger avec vous, je vais vous transmettre mon angoisse. Puis garde là. Donc communiquer, c'est la transmission. On est dans la transmission. Et transmettre, c'est pas émettre. Émettre, ça veut simplement dire effectivement envoyer des signaux en étant totalement indifférent à la manière dont on les envoie et surtout à la nature de ceux qui vont les recevoir. Transmettre, hein, ça suppose qu'on vise. Donc la communication, c'est à la fois de la transmission et ça suppose donc de bien viser celui qui va être le récepteur. Donc on est vraiment dans cette réflexion, cette stratégie entre un émetteur et un récepteur. Donc une bonne communication, c'est une communication qui est fondée sur la connexion. On doit se connecter, pas simplement avec les objets de la maison, pas simplement dans la domotique, on doit se connecter avec les gens, on doit être aligné et on doit avoir une signature, c'est-à-dire une personnalité. Voilà, tous ces conseils, eh bien, vous les retrouverez, si vous le souhaitez, en replay sur donc le site de Prépa Commercia. Je vous annonce que j'organise aussi avec Monsieur Assayac, donc le directeur de Prépa Commercia, donc une webconférence sur la méthodologie de la dissertation de philosophie. Ce sera donc au mois de juin, le 7 juin, mais vous serez probablement, j'imagine, avertis. Et là maintenant, si vous avez des questions, eh bien, je suis tout à fait à votre disposition. Donc pour la question, vous ouvrez le micro et les autres le ferment. Enfin voilà, s'il y a des questions, j'y réponds avec plaisir. S'il n'y en a pas, eh bien